Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 juin 2026. Il fait une chaleur terrible puisque la France connaît un épisode caniculaire quasiment du jamais vu, on va dire. Mais c'est pas le sujet de l'émission, bien sûr. Donc vous risquez d'entendre un peu mon ventilateur qui fonctionne non loin de moi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous ouvrir les portes de mon atelier d'écriture. Si vous aimez les mystères, les atmosphères lourdes de secrets et les voyages dans le temps, vous êtes au bon endroit. Minuit hors cadre, l'émission des Noctambules, présentée par Anthony Brasseur. Alors, en tant qu'auteur, mon esprit voyage constamment, souvent dirais-je même. Donc il s'est arrêté sur deux époques, deux continents et deux ambiances radicalement différentes ces 2 dernières années. Donc nous allons traverser l'Atlantique, faire un saut dans le temps et naviguer entre la noirceur intime d'un petit village irlandais en 1906 et l'effervescence électrique des clubs de jazz de Chicago en 1924. Aujourd'hui, je vous raconte les coulisses, les secrets de fabrication et les obsessions qui se cachent derrière mes 2 premiers romans, des thrillers donc. Le premier, Mademoiselle Glynis O'Connor, que j'ai écrit en 2024 et qui est sorti sur Amazon Kindle en février 2025, ainsi que mon second roman, toujours un thriller, thriller musical cette fois, intitulé Dernière note pour Travis Pickens, écrit en 2025 et également disponible depuis février 2026, toujours sur Amazon Kindle. Installez-vous confortablement, le voyage commence maintenant. Commençons notre périple en 2024. C'est l'année où j'ai donné naissance à mon premier roman, un thriller domestique historique même, intitulé Mademoiselle Glynis O'Connor. Pour cette histoire, j'avais envie d'un huis clos assez étouffant, dérangeant même, dirais-je, mais pas n'importe lequel. Je voulais situer l'intrigue dans l'Irlande rurale du début du siècle dernier, plus précisément en 1906, à Glengarriff particulièrement, un petit écrin de verdure isolée, magnifique, mais qui, sous ma plume, est devenu une prison dorée. Alors, le thriller domestique se passe généralement de nos jours dans les banlieues pavillonnaires chics, principalement, on va dire. Moi, j'ai voulu remonter le temps. Alors, pourquoi ? Parce qu'en 1906, le poids des traditions, de la religion et du patriarcat, ainsi que du matriarcat, si je peux m'exprimer ainsi, offre un terreau d'une violence psychologique inouïe. En ce qui me concerne, bien sûr, c'est ma propre opinion. Au centre de ce roman, il y a bien sûr Glynis. Elle a 14 ans, c'est l'âge de l'innocence, mais pour elle, c'est l'âge du calvaire. Glynis vit l'enfer chez elle, et quel enfer, Elle est constamment maltraitée quotidiennement par sa mère, principalement par sa mère. Donc je vais vous expliquer un peu qui est sa mère. Elle s'appelle Moira O'Connor, c'est une quinquagénaire qui a 56 ans dans le roman. Elle a la main très lourde. Franchement, c'est une personne détestable. Bon, pas se le cacher, je vous garantis que ceux qui ont lu le roman m'ont fait des retours sur Moira. C'est vraiment le monstre du roman. Elle use constamment soit de la baguette ou principalement du fouet, parce que
Glynis est constamment battu à coups de fouet et à coups de baguette et insulté par sa mère. Donc on a vraiment des injures assez particulières qui ont plus comment dirais-je, une sonorité un peu bon, je dirais c'est des injures pas vraiment vulgaires, mais quand même très blessantes. Mais il y a quand même de la vulgarité à un certain moment. Donc la mère a le coup de fouet facile, a le coup de baguette facile, la gifle facile également, l'humiliation, les propos très blessants qui lacèrent profondément le cœur de Glynis. Mais il y a aussi son père. Alors son père, lui, c'est quelqu'un qui ne frappe pas, mais qui est très blessant par ses paroles. Voilà, c'est quelqu'un qui est très froid, très détaché, qui est un immonde salaud, faut le dire aussi. Ce type est vraiment une ordure incroyable dans le roman. Donc moi, ce qui m'intéressait ici, c'était d'explorer aussi la détresse de cette adolescente à une époque où la parole d'un enfant, et encore plus d'une jeune fille, bien sûr, n'avait absolument aucune valeur. Si elle parle, personne ne la croira. Si elle fuit, elle n'aura nulle part où aller. Donc, je vais vous raconter un peu comment ça se passe dans cette famille. En fait, Glynis est complètement isolée du reste du monde, bien sûr. Et elle passe la plupart du temps dans sa chambre. On va dire que le roman est divisé en deux parties. Vous avez une partie qui est huis clos. Je ne vais pas trop spoiler pour les gens qui ne l'ont pas lu. Il y a une partie huis clos sur les 200 premières pages, parce que le roman fait 284 pages en termes d'histoire. Donc, ou 286, je crois. Ouais, 84 ou 86. Voilà. Enfin, ça s'arrête à 86 au niveau d'achever d'imprimer. Bref, voilà. Au passage, je fais de la pub pour Copymédia parce qu'ils sont imprimés chez Copymédia, mes livres, à Canéjan, à côté de Bordeaux. Rapport qualité-prix, franchement formidable. Et une équipe très à l'écoute. Voilà, c'est le petit placement. Donc revenons à Mademoiselle Glynis O'Connor. Donc Glynis vit principalement dans sa chambre. C'est quelqu'un qui est... Alors, je le dis pas dans le roman, mais elle a quand même un côté dépressif. C'est une fille qui essaye de tenir tête à ses parents de par ses vêtements. Alors, elle est principalement vêtue d'une robe noire en velours avec une collerette blanche. C'est une fille qui est décrite comme ayant des cheveux noirs comme l'ébène, des yeux vert noisette. Donc je vous laisse imaginer un peu le portrait de cette fille, avec des cheveux très sombres et des yeux qui ressortent. Donc vraiment une beauté. Et une beauté sur le papier, une beauté aussi sur la couverture du roman, mais on y reviendra sur la couverture du roman. Et pourquoi j'ai pas choisi de la mettre en robe noire. Donc on est vraiment sur une période gothique, l'époque édouardienne de l'Irlande, avec le mobilier, les façons de s'habiller. Donc Glynis porte principalement cette robe de velours noir parce qu'elle se sent bien dedans. Et ça déplaît fortement à ses parents, notamment à sa mère qui la trouve, dirais-je, sinistre, répugnante. Alors j'ai plus trop les mots de mon roman sous les yeux, mais voilà, elle la traite constamment d'une veuve en deuil. Voilà. Donc c'est un peu une des premières remarques cinglantes qui arrivent dans les 8 premières pages du roman, je vous le cache pas. Donc Glynis, elle préfère le sobre, le noir, plutôt que les robes de couleur.
revanche, elle est contrainte de porter une robe marron pour aller à l'église. Et elle déteste cette robe marron. Parce que là, je fais un petit passage sur les tenues. Après, je vais vous expliquer un peu plus profondément l'histoire. Et donc, aussi, dans le roman, il y a un chapitre où elle porte une seule et unique fois sa chemise de nuit et sa coiffe de nuit écrue, de type édouardien, hein, évidemment, hein, puisque c'est le début du siècle dernier. Donc, on a une longue chemise de nuit avec une coiffe à l'ancienne, qui équivaut à un bonnet de nuit maintenant, on pourrait dire. Donc cette tenue-là, elle ne la porte qu'une fois. Et revenons principalement sur Glynis, qui est le personnage principal hein, de ce roman. Donc elle se renferme complètement et elle parle à une poupée qui s'appelle Tiffany. Cette poupée lui a été donnée par sa grand-mère Kathleen, qui est décédée... Je ne dis pas l'année, hein, évidemment. L'année n'est pas précisée dans le roman, c'est un détail. Donc cette poupée-là lui parle aussi. C'est-à-dire qu'elle lui donne des conseils, des avertissements également. Et elle lui enjoint de fuir le manoir dès que possible. Alors je vous explique. C'est-à-dire que dans la tête de Glynis, il y a la voix de Tiffany qui parle fréquemment. Qui lui dit il va falloir que tu te bouges, entre guillemets, que tu te lie d'amitié avec Anna. Alors Anna, autre personnage qui apporte vraiment de l'oxygène dans ce roman-là, c'est la domestique du manoir O'Connor. Et franchement, c'est une femme géniale, en tenue noire et blanche également, hein, les tenues de domestique à l'ancienne. Qui est vraiment aussi traité comme un sous-être par les O'Connor. Il y a cet esprit de, comment dirais-je, d'hypocrisie de la part de Moira et de Liam, qui sont vraiment des ordures aussi avec Anna. Et du coup, la poupée de Glynis, hein, Tiffany, lui donne beaucoup de conseils. Elle s'insinue dans sa tête. Et Glynis croit au départ, certainement, entendre des voix. Elle croit halluciner, mais en fait, la poupée est bien présente. Donc, elle n'émet, comment dirais-je, aucune expression. Voilà, c'est une poupée qui ne bouge pas, hein, on est d'accord. Il n'y a que la voix qui intervient dans la tête de Glynis. Et en fait, il y a une histoire qui a eu lieu dans le passé à Glengarriff. Alors pourquoi j'ai choisi Glengarriff ? Parce que c'est pour sa réserve naturelle, c'est-à-dire qu'il y a une forêt qui est magnifique à Glengarriff. Alors j'ai jamais mis les pieds en Irlande, hein, mais j'aimerais bien y aller en Irlande. Et Glengarriff, il y a une forêt monumentale, magnifique, avec des chênes, des pins, enfin bref, quoi, c'est vraiment un endroit superbe. Et dans cette forêt, 17 ans plus tôt, il y a une femme qui a été brûlée vive. Par qui, par quoi, on ne le sait pas, au début du roman. Hein. Et Glynis a déjà entendu parler de ça vaguement, et elle en parle aussi avec Anna. Elle dit, mais Anna... lors d'une conversation, quand Anna monte dans sa chambre, parce qu'il y a une amitié qui se crée en secret hein, entre la domestique Anna et Glynis. Vous allez voir. Et donc, du coup, Glynis dit à Anna, mais vous en avez déjà entendu parler, vous y croyez aussi. Donc, Anna dit, bon, c'est juste une légende, quoi, entre guillemets. Mais bon, Glynis y croit dur comme fer et elle se sent attirée par cette entité. Il faut savoir qu'à un moment donné, je vais abréger parce que le roman est très long quand même, cette entité se manifeste pour la première fois dans la chambre de Glynis avant un repas. La description de l'entité, c'est tout simplement Aileen.
Voilà. Aileen, c'est une jeune femme qui a été brûlée vive à l'âge de 20 ans, 17 ans plus tôt. Et Aileen, on ne sait pas vraiment qui c'est. Ça, je ne vous le dirai pas dans le podcast, évidemment. Ça sera à vous de le découvrir. Vous le saurez à la fin du roman. Hein. Il y en a qui le savent parce qu'ils l'ont lu. Et Glynis, elle a un lien avec cette femme. C'est bien marqué sur la 4e de couverture du roman. Glynis a un lien avec cette femme, mais je ne peux pas vous en dire plus. Donc voilà, il y a vraiment une grosse partie en huis clos pour essayer de conclure sur ce roman. Et une deuxième partie qui se déroule principalement dans la forêt de Glengarriff. C'est-à-dire que Glynis, avec Anna, elle fuit lors d'une réception qui est organisée par les parents Connor, quoi, par Liam principalement, parce que Liam est le PDG d'une entreprise de bière. Hein. C'est une famille bourgeoise, les O'Connor. Hein. Donc le manoir est situé sur les hauteurs de Glengarriff. Vraiment isolé, quoi. À la lisière de la forêt. Donc voilà, elles arrivent à fuir toutes les deux parce que Glynis a besoin d'aide. Mais il faut savoir que cette poupée, elle est guidée par une personne. Je pense que vous avez découvert de qui je veux parler. Et ensuite, elle se réfugie dans la forêt pour quelques nuits. À mes souvenirs, ça dure 2 nuits, je crois, dans la forêt. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 2 nuits. Jusqu'à temps que cette entité se manifeste. Là où elle a été brûlée. Précisément à un chêne, le plus gros chêne de la forêt. Voilà. Donc c'est là qu'elle se manifeste. Pour son apparition la plus magistrale, on va dire, du roman. Et les révélations sont terribles, donc par rapport à cette femme, Aileen, donc je vous en dirai pas plus, ça sera à vous de le découvrir. Mais pour conclure, écrire ce thriller en 2024, ça a été un exercice intense. Hein. Il a fallu faire de nombreuses recherches quand même historiques sur la vie en Irlande, hein, ne pas dire de conneries évidemment. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'électricité, on s'éclairait à la lampe à huile. Moi, je préfère dire lampe à huile, c'est beaucoup plus mélodique que lampe à pétrole. Lampe à pétrole, c'est moche, vous m'excuserez. Donc vous verrez, dans le roman, on parle de lampe à huile. C'est vachement plus fluide à prononcer. Donc le plus grand défi, pour moi aussi, il a été émotionnel. Donc comment retranscrire la peur viscérale de cet enfant face à ceux qui sont censés la protéger ? Eh bien, pour vous imprégner de cette ambiance, laissez-moi vous lire un court extrait de Mademoiselle Glynis O'Connor. Pour cet extrait, j'ai choisi de vous lire le début du chapitre intitulé « Éducation scolaire stricte ». Moira entra violemment dans la chambre de sa fille sans même frapper à la porte. Sa voix sèche et autoritaire résonna dans la pièce. « Levez-vous immédiatement, vous ne comptez tout de même pas rester au lit toute la matinée. Votre programme scolaire sera chargé, alors dépêchez-vous !» Il était 6 heures précises, comme d'habitude. Glynis, encore à moitié assoupie, émergea lentement de sa torpeur. Chaque matin, la lumière des lampes disposées sur les meubles du couloir se glissait dans sa chambre, réchauffant à peine l'atmosphère tout en lui conservant son caractère sinistre. Elle s'assit dans son lit, la couverture remontant jusqu'à sa poitrine, les yeux encore lourds de fatigue. Moira, toujours debout au centre de la pièce, fronça le nez et lâcha une remarque cinglante. « Et ouvrez la fenêtre, pour l'amour du ciel, je vous prie. L'air est irrespirable ici. L'odeur de votre transpiration me monte à la tête. C'est horrible. Il serait temps de vous laver, vous ne croyez pas ? Vous êtes négligé. À vrai dire, même le fumier des bovins a une odeur plus supportable que la vôtre. »
Elle sentit son cœur se soulever à la suite de cette énième critique. Elle baissa les yeux, le visage pâle, les lèvres serrées pour ne pas laisser échapper un mot qui pourrait aggraver la situation. Moira, visiblement agacée par l'absence de réaction, ajouta « Ne restez pas plantés là comme une potiche, agissez, feignante. Levez-vous vite !» s'égosilla-t-elle. « Oui, mère, j'arrive. » Après avoir passé quelques instants dans la brume et la noirceur de l'Irlande du début du siècle dernier, mon esprit a eu besoin d'un choc thermique et culturel. C'est comme ça qu'en 2025, j'ai basculé de l'autre côté de l'océan Atlantique, dirais-je, quelques décennies plus tard, en plein cœur des années folles. Pourtant, en passant de mon premier à mon second roman, je n'ai pas abandonné mes thèmes de prédilection, le secret, la mort mystérieuse et cette tension qui vous prend aux tripes. Mais cette fois, le décor change radicalement. Bienvenue à Chicago. Mon second roman, qui est un thriller musical avec une touche horrifique et surnaturelle, un peu comme le premier, s'intitule Dernière note pour Travis Pickens. Ici, on plonge dans l'univers de la prohibition, des clubs clandestins, des speakeasy et du jazz qui résonnent dans les sous-sols de la ville. Alors l'histoire commence par un drame en 1920. Le Silver Lantern est l'un des clubs de jazz les plus en vogue du Southside Chicago. Ce soir-là de juillet, Travis Pickens, un saxophoniste de génie âgé de 51 ans, s'effondre en plein solo. Mort. Une mort mystérieuse, inexplicable, qui fige la pièce et laisse sa dernière mélodie suspendue dans les airs, inachevée. 4 ans passent. Nous sommes en 1924 et c'est là que le thriller prend une tournure fantastique et mystique. Travis Pickens revient. Pas comme un fantôme de film d'horreur, mais comme une ombre du passé avec une obsession bien précise. Il va missionner un quintet de jazz, les Southside Serenaders. Sa mission pour eux, terminer sur scène la mélodie qu'il jouait au moment précis de sa mort. Car cette mélodie inachevée cache un secret. C'est la clé de l'énigme du roman. Donc on saura comment aussi Travis Pickens est décédé sur la fin du roman. Alors, on va parler un peu de cette histoire qui est franchement superbe. Je dis pas ça parce que c'est mon livre, mais franchement j'ai pris un plaisir à l'écrire aussi, tout comme le premier. On va dire que moi, je suis compositeur et auteur aussi de musique, à mes heures perdues également, avec l'écriture de romans. Et je me dis, je devais faire quelque chose, je devais faire quelque chose de musical et d'y mettre un côté horrifique, surnaturel, même dramatique, parce qu'il y a quand même des passages assez tristes. Moi, j'aime bien faire un mix de plusieurs styles, de plusieurs genres même, dirais-je. Et donc, les Southside Serenaders, qui sont tout simplement Clara au chant, Frankie à la batterie, Zek au saxophone, Lance à la guitare acoustique et Ellie à la contrebasse. Donc, il y a 3 musiciens noirs pour 2 musiciens blancs dans ce groupe. La chanteuse est blonde et blanche, et le batteur est roux et blanc. Et Zek, Lance et Ellie sont tous les 3 afro-américains, et ils sont vraiment unis tous les 5. C'est des amis de longue date. On ne sait pas depuis quand vraiment, puisque je ne le précise pas dans le roman. Ça, c'est chacun
se fait l'image qu'il veut là-dessus. Et donc, on débute avec une scène au Blue Moon. Le Blue Moon, c'est le quartier général des Southside Senators, qui est tenu par Jimmy, un barman, et qui est toujours en bonne compagnie de son amante, dirais-je, puisque ça, on le saura un peu plus tard dans le roman, Stacy. Alors, Stacy... qui est assez particulière. Elle est à la fois désagréable, elle est à la fois attachante, elle est à la fois drôle, et elle est à la fois chiante, il faut le dire. Voilà. C'est une quarantenaire qui passe sa vie assise au comptoir, dans sa robe verte, et qui fume constamment cigarette sur cigarette, et qui boit gin sur gin. Et... donc on est vraiment dans le milieu, là on passe de la bourgeoisie irlandaise au milieu ouvrier des années 20, dans le Chicago où il fait une chaleur à crever, contrairement au premier roman où ça se passe en hiver. Donc là on est à l'été 1924, en juillet, on a Zek et Frankie qui travaillent sur le... Alors à l'époque, ça s'appelait comme ça, hein, le Municipal Pier. Maintenant, c'est le Navy Pier. Ça a été rebaptisé comme ça. Mais j'ai fait des recherches également, encore une fois, hein, pour ce roman, pour pas dire n'importe quoi. C'est très important, d'ailleurs. Aussi sur les marques de voitures. Il y a des moments, il y a des marques qui sont citées, notamment une qui revient souvent, c'est la Cadillac Opera V63, qui appartient à un certain homme en noir. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous saurez qui c'est dans le roman, au fur et à mesure que vous le lirez, bien sûr, si ce n'est pas déjà lu pour certains. Donc, on a 5 amis qui vivent dans des appartes vraiment pourris, quoi, des années 20, c'est-à-dire c'est des petits appartements. Il n'y a que Frankie qui a visiblement un 2 pièces, mais un 2 pièces vraiment pas terrible, hein, dans une ruelle, où d'ailleurs il y a une scène où éclate une fusillade entre gangs, parce qu'on est à l'époque de la Prohibition. On est à l'époque... alors moi je ne cite pas Al Capone parce que c'est trop cliché. Donc il y a un autre antagoniste qui est un mafieux qui s'appelle Vito Rizzi, qui est envoyé par la famille Bianchini pour régler des comptes aussi. Donc lui il est là, il intervient de temps en temps, on le voit pas beaucoup, mais... enfin on le lit pas beaucoup, pardon. Mais il est quand même présent dans 2 ou 3 chapitres, si je dis pas de bêtises. Donc ces 5 amis, Clara, Zek, Frankie, Ellie et Lance, sont des employés, des ouvriers pour certains. Clara travaille en tant que dactylographe pour une société de courtage. Elle a une collègue qui est un peu chiante, qui s'appelle Cathy, qui veut tout savoir. Cathy, on la voit pas beaucoup dans le roman, mais on la lit pas beaucoup, encore une fois, désolé. Mais elle est là quand même sur 2 chapitres, si mes souvenirs sont bons. On peut pas se souvenir de tout, hein. Faut savoir que quand même, dernière note pour Travis Pickens fait 292 pages. Il est plus long. Et Zek et Frankie donc, travaillent sur le Municipal Pier à décharger des caisses, des barils, des tonneaux. Enfin bref, ils sont là à prendre les vapeurs du lac Michigan en pleine figure. Et nous avons Ellie et Lance qui travaillent pour le compte de Monsieur Fitch, qui est un garagiste immonde, raciste. Enfin... on sent quand même que le mec est pas cool, quoi. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas de remarque raciste, hein, chez lui, mais on sent que c'est un salaud, quoi. Il prend ses ouvriers pour de la merde, voilà, quoi. Et donc on a 2 groupes de 2 qui
qui sont collègues. Il n'y a que Clara qui travaille toute seule de son côté pour cette société de courtage. Donc tous les soirs, ils se retrouvent, enfin pas tous les soirs, environ 3 à 4 soirs maximum, ils se retrouvent au Blue Moon pour jouer, pour arrondir les fins de mois. Et Jimmy n'est pas forcément un bon payeur. Donc ça, c'est un problème. Il y a un moment où il lirait dans le bouquin, il y a Zek qui veut aller lui casser la gueule parce qu'il en a marre. Alors qu'ils s'entendent bien, hein, le pire. Hein, c'est que Zek est quelqu'un d'extraordinaire dans le roman, tout comme les autres. Il y en a qui parlent beaucoup moins. Il y a quand même aussi Frankie qui est très bravache et maladroit par moments dans ses propos parce qu'il sort de certaines phrases qui plombent un peu l'ambiance ou qui laissent des blancs. Ça c'est pareil, c'est Frankie, quoi. Par exemple, il y a un chapitre, je spoil un peu, il y a un chapitre où Clara, la chanteuse, perd sa mère. Et quand elle revient de Naperville, à côté de Chicago, puisque sa mère habite à Naperville, elle revient en tenue de deuil, c'est-à-dire en robe noire, encore une fois, il y a encore du noir, bien que la première partie du roman, elle porte une robe rouge. Voilà. C'est une mousseline de coton, parce que comme les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent à l'époque s'habillaient en mousseline de coton et non pas en robe de soie, parce que ça coûtait une blinde à l'époque. Et du coup, Frankie, par exemple, balance une connerie comme ça quand il se revoit pour répéter dans le sous-sol de l'immeuble de Clara, parce que c'est là où ont lieu les répétitions. Lui balance comme ça, alors j'ai plus la phrase en tête, mais tiens, t'es en deuil ou t'as enterré quelqu'un, je sais plus, et elle lui répond, oui, ma mère est décédée. Donc là, il y a une espèce de malaise, donc ça c'est Frankie, voilà, qui a le don d'instaurer le malaise par ses conneries en fait, quand il est débite. Donc ça c'est génial. Ça met un poil d'humour dans un thriller, moi j'aime bien. Donc ensuite, ils se sentent dans leur musique, ils se sentent, comment dirais-je, dirigés un peu. Ils ont l'impression que parfois c'est pas eux qui jouent. Ils sentent une force dans leur dernier concert. Depuis un certain temps, ils sentent une force qui est là et qui les fait jouer, mais qui les fait jouer bien. Voilà. Et il s'avère qu'il y a un moment donné, au Blue Moon, il y a des manifestations particulières, hein, des lampes qui grésillent, des lampes qui s'éteignent, et l'apparition à un moment donné dans l'escalier qui mène à l'étage du dessus d'une ombre. Une ombre avec un saxophone, un chapeau, une ombre assez imposante, parce qu'il faut quand même savoir que Pickens est assez grand. C'est un peu le Candyman du roman, on va dire. Voilà. Et donc tout le monde se pose des questions. C'est Pickens qui revient. Est-ce que, enfin voilà quoi, toute la communauté jazz de l'époque, fictive bien sûr dans ce roman, se pose des questions quant à l'intervention de Pickens qui reviendrait du royaume des morts pour quelque chose dont on ne sait pas encore. Et ensuite, l'intrigue va se dérouler, comment dirais-je, au fil du temps, il y a des rebondissements. Il y a des gros mystères, parce qu'il y a un moment, moi ce que j'adore dans ce bouquin, c'est perturber le lecteur. Voilà, le lecteur est franchement perturbé, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des personnages, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, je vous le dis, hein. Il y en a qui ont des comportements particuliers, il y a des visions pour certains, notamment chez Clara. Clara finit
complètement épuisé dans le roman. C'est quelqu'un qui ne dort plus, qui a des cernes sous les yeux. Enfin, je vais pas spoiler, mais c'est quand même un roman qui a été vraiment superbe. Donc, je vais pas spoiler plus. Il y a aussi un homme qui revient fréquemment, un alcoolique d'un certain âge, assez crade sur lui, qui tient des discours particuliers. Voilà. Et cet homme fait froid dans le dos quand on écoute ses paroles. Il y a des fois, ça peut paraître insensé, parce que c'est quand même un homme ivre. Donc il fallait que je tourne ça de façon peut-être insensée pour certaines phrases. Ce qu'il faut savoir, c'est que Travis Pickens également apparaît d'une certaine façon. Sur la couverture du roman, il est représenté d'une façon, donc il apparaît de cette façon. Mais les couvertures des deux romans, on y viendra pour la fin du podcast, parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé aussi de la couverture de Glynis. Et donc Pickens apparaît, et il y a un moment donné, je vous dis pas quand, et il va missionner les Southside Serenaders de jouer complètement sa dernière mélodie, parce qu'en 1920 il avait composé une chanson, un morceau de jazz qui devait se faire avec une chanteuse, parce que Pickens, vous l'apprendrez dans le roman, ne travaillait pas souvent avec des chanteuses, des interprètes, mais là il en voulait une. Donc, pour ça que Clara est là aussi, évidemment, il y a un titre qui sort comme ça, et ils doivent le travailler impérativement, et ils ont très peu de temps pour le travailler. C'est-à-dire qu'ils sont missionnés le dimanche pour le mardi soir. Voilà. Parce qu'on arrive à la date anniversaire du décès de Pickens, et le rendez-vous est fixé à minuit au Silver Lantern. Voilà. Qui est un club, il faut le savoir, abandonné depuis 4 ans, depuis 1920, qui est abandonné depuis la mort de Pickens, parce qu'il y a aussi eu un problème un mois après avec le propriétaire du Silver Lantern. C'est-à-dire que ce club a fermé un mois après la mort de Pickens, mais ça je vous le dirai pas, vous irez le chercher vous-même dans le livre. Donc pour résumer, écrire ce livre en 2025 a été une expérience jubilatoire, mais très technique également. Comment écrit-on la musique avec des mots ? Pour moi les mots c'est de la musique déjà. Comment faire en sorte que le lecteur entende le saxophone à travers les pages ? Ça aussi, je pense que c'est un peu le don du musicien qui parle. Dans ce roman, bien sûr, la musique n'est pas un simple décor, c'est un personnage à part entière. Et c'est elle qui détient les indices de l'enquête, on va dire aussi, quelque part. Et pour vous donner une idée de l'énergie de ce roman, je vais vous lire un petit extrait. Le petit extrait que j'ai choisi de vous lire est tiré du chapitre intitulé « Ouverture enfumée ». Au comptoir, Jimmy s'essuyait le front avec le même chiffon sale qui lui servait à essuyer ses verres. Stacy, une quarantenaire habituée, accoudée, cigarette coincée entre les doigts, plissait les yeux vers la scène, puis s'adressa à lui. « Sacré raffut, lança-t-elle en expirant une bouffée. « Raffut, t'appelles ça comme ça, poupée ? C'est du jazz, du vrai, celui qui te tord les tripes et te laisse sur le carreau. » Elle ricana, puis avala une gorgée de gin. « J'en ai entendu d'autres du jazz, mais celui-là, il a comme une odeur.
Une odeur, ouais, répliqua-t-il en haussant les épaules. Ça pue Travis Pickens, si tu veux mon avis. Elle arqua un sourcil sceptique. Encore ton foutu fantôme. Faut arrêter d'écouter toutes les conneries des ruelles, Jimmy. Conneries? T'étais où ces 4 dernières années? Travis, il est mort en plein set, poupée, sur scène, dans ce vieux bush d'Indiana Avenue à 2 pas d'ici, le Silver Lantern. En plein solo, le cœur qui lâche. Pas une autopsie, pas une explication, juste un type qu'on a descendu sous une pluie d'été comme un chien. Elle eut un rire sec, mais ses yeux restèrent fixés sur Zek. Tu crois vraiment qu'il hante encore les clubs? Je crois pas, je sais. Chaque fois qu'un saxophone souffle trop fort dans cette foutue ville, il y a un écho qui sort d'outre-tombe. T'entends pas? Ces notes-là, c'est pas le gosse qui les crache. On dirait qu'elles lui sont arrachées. Sur scène, le saxophoniste semblait justement lutter contre son propre souffle. Ses doigts couraient trop vite, ses yeux cherchaient quelque chose dans le vide. Les notes s'échappaient comme si quelqu'un d'autre soufflait à travers lui avec une violence presque inhumaine. Stacy frissonna malgré la sueur qui perlait à son cou. « Putain !» murmura-t-elle. « Tu l'as dit, Travis n'a pas fini sa mélodie, tu comprends? Il l'a laissée en plan, et c'est pas la mort qui va l'empêcher de l'achever. » La musique gonfla, s'épaissit. Clara lança un cri voilé de sa voix puissante, assez pour couvrir les rires gras au fond de la salle. Le vieux piano mécanique poussiéreux vibra soudain tout seul, comme si quelqu'un avait effleuré ses touches. Alors, pour écrire ces 2 livres, mes routines n'ont pas forcément été très différentes, puisqu'en général, j'écris en période hivernale, le soir, au calme, après être rentré du travail, hein, bien sûr, puisque je ne vis pas de la littérature, je suis obligé de travailler comme beaucoup de Français. Donc pour Glinis, ça a été vraiment un plaisir, c'était quand même assez oppressant et viscéral comme roman à faire. J'avais besoin de musique assez malaisante, il faut être honnête, hein, un peu de dark ambiant parfois pour m'inspirer, pour me mettre vraiment dans quelque chose de très noir, très sombre, voilà, pour le côté vraiment inhumain des parents et de ce que subit cette jeune fille. Et puis pour Travis Pickens, mon bureau s'est transformé en club de jazz. J'ai écouté des heures au casque sur YouTube, des morceaux de Louis Armstrong, de King Oliver, j'en passe, hein, pour m'imprégner du swing de l'époque et calquer le rythme de mes phrases sur celui de la musique. Donc voilà. Et maintenant, nous allons parler des couvertures des romans. Alors maintenant, avant de terminer cette émission un peu particulière, je vous ai dit que j'allais revenir sur les couvertures de mes 2 livres. On va commencer par Mademoiselle Glinis O'Connor. Alors, pour ce livre, comme pour les 2, j'ai voulu des couvertures cinématographiques, c'est-à-dire que comment j'ai procédé. J'ai déjà fait des schémas au crayon, des croquis, parce que je suis un très bon dessinateur aussi sans me vanter. Des croquis pour ensuite les importer sur mon ordinateur. Hein. On donne un peu l'historique de comment je procède. Donc vous avez un dessin avec un personnage, quelques meubles, ça et là, on va dire, quelques objets. Et en fait, je les importe sur mon imprimante qui fait scanner. Et ensuite, j'amène ça sur Midjourney pour guider l'intelligence artificielle de façon à avoir un rendu photographique et cinématographique même. Parce que moi, je veux des couvertures
qui sortent de l'ordinaire, qui ont vraiment de la gueule et qui ont une beauté particulière, ce qui n'est pas forcément, sans être méchant, le cas des couvertures des romans thrillers de nos jours. Les couvertures sont très simples, très épurées, parfois moches, je suis désolé de le dire, mais c'est une réalité, quoi. Donc on dit toujours, bon, faut pas juger un livre à sa couverture. Bon, je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais je voulais quand même quelque chose d'original et qui ait encore une fois un impact visuel. Alors pour Mademoiselle Glynis O'Connor, elle est représentée dans une des tenues qu'elle ne porte qu'une seule et unique fois dans le roman, à savoir sa chemise de nuit écrue. Alors sur la couverture, elle a un genou à terre et l'autre non. En fait, elle est en position où on sent qu'elle va se relever. C'est-à-dire que j'ai voulu un peu représenter les deux, c'est-à-dire le genou à terre pour la soumission dont elle est victime, quoi. C'est vraiment horrible ce qui lui arrive. Et l'autre jambe qui commence à se relever de façon à impacter le lecteur en disant voilà, je suis encore là, je vais me relever, je vais me sortir de toute cette emprise familiale. Et sur la couverture du roman, elle est accompagnée de Tiffany, sa précieuse poupée de porcelaine. Hein. Et donc, dans le fond, vous avez un papier peint un peu verdâtre, avec des motifs, c'est un peu vraiment le style d'époque. Et cette fameuse lampe à huile à côté d'elle et son lit. Alors, son lit, attention, dans le roman, la couverture est noire. Glynis est très sombre. Je vous rappelle que c'est pas décrit dans le roman, mais elle est dépressive malgré tout. Hein. Mais c'est quelqu'un visiblement qui aime le noir, mais pour ne pas avoir un problème sur la couverture, j'ai pas demandé une couverture noire, justement, pour pas que ça fasse un creux. Donc j'ai demandé une couverture un peu couleur blanc cassé, un peu écru avec quelques motifs. Donc voilà, et aussi j'ai choisi cette unique tenue qu'elle porte dans le livre pour la faire ressortir du décor. Parce que si je l'avais mis avec sa robe noire et sa collerette blanche, c'est-à-dire cette robe d'époque que beaucoup de femmes et de jeunes filles portaient, je pense qu'il y aurait certains lecteurs qui se seraient dit « Oh là, c'est un peu inspiré de Mercredi ». Alors, pas du tout, bien que j'aime bien Mercredi, mais moi, quand j'étais enfant, je vous le dis, je m'en cache pas, j'aimais bien Laura Ingalls. Voilà, je sais pas, Laura Ingalls, il y avait un truc, elle était l'innocence, c'était un peu la fille sympathique qui se faisait aussi toujours bouler par Nelly Olson et qui se relevait toujours. Et en fait, Glynis, c'est beaucoup plus une Laura Ingalls qu'une Mercredi, parce que Mercredi, c'est quelqu'un de très froid, pour moi sans âme, je suis désolé. C'est un personnage que j'aime bien, qui a quand même une certaine beauté gothique, mais plutôt pop culture et pas gothique en ce qui me concerne. Moi, c'est mon ressenti. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de la représenter avec sa chemise de nuit et bien sûr Tiffany, hein, qui est présente également sur la couverture. Et voilà, donc on est quand même sur des couleurs très agréable. C'est une couverture qui est agréable à regarder. Et ça pourrait évoquer une scène qui n'est pas écrite dans le roman. Parce qu'il faut savoir que quasiment toutes les nuits,
du samedi au mercredi ou jeudi, je crois, sont cités dans le roman. Toutes les nuits, il me semble qu'il se passe quelque chose. J'ai plus vraiment le roman en tête. Ça fait 2 ans que je l'ai écrit. Ça fait un peu long. Mais je sais qu'il y a un chapitre particulier. C'est le chapitre le plus dur. On m'a remonté que ce chapitre-là était vraiment dur. Je peux pas te donner dire ce qui se passe dedans, mais bref. Au départ, je voulais pas le mettre, ce chapitre-là. Je m'étais auto-censuré. Puis je me dis, il y a assez de censure comme ça, autant aller jusqu'au bout et faire voir vraiment la monstruosité, pas vraiment de la mère, mais là, c'est plutôt du père. Et je pense que vous avez compris. Et dans la nuit du vendredi à samedi, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, faut savoir aussi que Glynis, à ce moment-là du livre, n'a plus de blessures sur les jambes. Ça, je peux pas vous le dire. Pourquoi ? C'est à vous de le trouver dans le roman. Donc ça pourrait potentiellement décrire une scène, parce qu'elle fuit le samedi. Elle fuit avec Anna, elle s'en va pour de bon. Ça pourrait évoquer la dernière nuit au manoir. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour cette couverture. Ensuite, on va passer à dernière note pour Travis Pickens, qui est... Moi, je l'adore aussi, cette couverture. Enfin, voilà, quoi. C'est pas parce que c'est moi qui les ai créés, mais quand même, faut être honnête, parce que trouvez-moi un artiste qui n'aime pas ce qu'il fait. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie, notamment en musique, à me dire... putain, c'est pas terrible ça, faudrait que je le refasse. Et puis en fait, vous voulez améliorer le truc, et en fait, c'est de plus en plus pourri, quoi. Faut être honnête, hein. Donc du coup, dernière note pour Travis Pickens, c'est pareil, il y a eu une première édition avec une couverture pas terrible, c'est-à-dire on voyait Pickens de profil, avec un fond vraiment bleu, bleu, c'était pas dingue quoi en fait. Et du coup, j'ai refait un croquis comme le premier roman. J'ai refait un croquis du personnage de face, avec un regard menaçant, parce que Pickens c'est une entité maléfique, je vous le rappelle, dans le roman. Et je me suis dit, je vais le mettre... alors là, il est potentiellement, certainement d'ailleurs, au Silver Lantern, hein, puisque derrière, vous avez un bar en bois massif, quelques bouteilles sur la droite, un homme qui est certainement un barman sur la gauche. Alors, le barman, je l'avais, entre guillemets, croqué, puisque j'avais fait un croquis aussi pour cette couverture. Donc le barman, je l'avais mis un peu en flou. Sauf que quand j'ai importé mon croquis sur Midjourney et que je lui ai dit, voilà, maintenant, tu me fais un saxophoniste afro-américain, vêtu, enfin, tu me fais une photo de ce croquis-là, et il m'a sorti un truc superbe. Le tout petit point qui est particulier sur cette couve, c'est le barman en arrière-plan qui a une tronche un peu particulière, parce que ça, c'est un peu les défauts, les défauts de l'intelligence artificielle quand vous générez quelque chose, malgré que ça a été généré avec un croquis, hein. Ça c'est clair. Bon, les yeux sont un peu particuliers, mais de toute façon il est un peu flou, donc quelque part c'est pas dérangeant. Et puis il faut pas se focaliser là-dessus. Le personnage principal c'est Pickens, quoi. Avec toute cette fumée autour de lui, ça représente bien l'entité, ça représente bien les speakeasy de l'époque des années 20, l'âge d'or du jazz, quoi. Parce que les années 20 à Chicago, pas qu'à Chicago d'ailleurs, hein, Chicago, New York, la Nouvelle-Orléans, enfin voilà quoi, toute la Louisiane aussi ont été bercés par cette musique qui a émergé déjà depuis quelques années, hein, auparavant. Et donc voilà, j'ai fait un croquis de Pickens de face.
Et franchement, le résultat est superbe. C'est-à-dire que cette deuxième couverture est en harmonie avec la première et on a deux personnages de face, que ce soit Glynis ou Travis. D'ailleurs, curieusement, ça finit pareil. Hein. Glynis, Travis, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est fait inconsciemment, quoi. Là, concrètement, je ne peux pas vous dire. Parce que j'aime bien la lettre I. Voilà, il faut être honnête, j'aime bien la lettre I. Je trouve que c'est très beau, les prénoms qui comportent des I, des Y, des O, des A, enfin bref, voilà, c'est... Moi j'ai mes préférences, donc du coup, je l'ai appelé Travis Pickens. À ne pas confondre avec Travis Pickle de Taxi Driver. Attention. Et donc on est sur une couverture sublime. Moi je trouve qu'elle est magnifique. Hormis le barman qui est un peu particulier dans le fond, mais comme je dis, lui, c'est pas le personnage qu'il faut retenir. Donc voilà. Encore une fois, c'était un plaisir de parler de ces deux livres. C'était un plaisir de les écrire. C'était vraiment aussi, je dirais pas un parcours du combattant, c'était plus un plaisir. Mais moi, le conseil que je vais te donner pour quelqu'un qui veut écrire un roman, peu importe le style, hein, c'est surtout de ne pas lâcher. Mais premièrement, de trouver une histoire, un sujet qui lui convient. De s'y atteler, je dirais peut-être pas tous les jours, mais grand max tous les 2 jours, à des horaires qui lui conviennent. Moi, c'est le soir, en plein hiver, parce que l'hiver, je ne sors pas. Donc du coup, j'ai passé 2 ans et demi de ma vie, 2 hivers à écrire 2 romans, parce que j'avais les sujets déjà en tête depuis longtemps. C'est-à-dire que Glynis, c'est un sujet qui est là depuis une dizaine d'années, et je ne savais pas comment le faire. Puis j'avais la flemme de le faire, il faut le dire. Je ne savais pas comment le tourner. Je me dis, putain, ça va être chiant. Et puis une fois que vous êtes dedans, vous êtes tellement motivé par le truc que vous n'avez pas envie de lâcher. Et c'est surtout ça que je voudrais dire, c'est que si vous commencez à lâcher l'affaire, et que vous restez par exemple 1 semaine sans écrire, je vous garantis qu'il faut tout reprendre depuis le début à la lecture, et croyez-moi que c'est pas une partie de plaisir. Moi, je procède de la façon suivante, c'est-à-dire que je travaille comme un architecte. Donc, il y a un schéma chez moi. J'ai une planche avec plusieurs feuilles. Je travaille un peu à l'ancienne, hein, vous allez dire. Mais c'est très important quand vous démarrez une œuvre comme celle-ci de noter tous vos personnages, leur âge, leur couleur de cheveux, leur couleur de fringues, comment dirais-je, leurs habitudes. C'est un détail, mais voilà. Mais principalement, âge, couleur de cheveux, les yeux aussi également, faut pas se gourer. Moi, j'aurais eu un peu les boules si Glynis, il y avait un chapitre où elle avait les yeux verts et l'autre elle avait les yeux bleus, quoi. Hein ? Donc voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment noter avant de se lancer, pas dire je vais écrire ça parce que voilà. Donc moi, c'est comme ça que je procède. Ça, c'est un conseil d'amis envers celles et ceux qui veulent écrire un roman. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, c'est la fin de cette émission, certes un peu longue, et je vous remercie de l'avoir écoutée, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission de Minuit hors cadre. Bonne soirée, bonne nuit à vous. C'était Minuit hors cadre, l'émission des Noctambules, présentée par Anthony Brasseur. Bonne nuit à toutes et à tous, et à bientôt pour une nouvelle émission.